Il y a quelques mois, j'ai fait quelques vidéos sur certaines des plus grandes rivalités entre pays du monde. Quelqu'un a suggéré que je devrais faire le contraire et parler de quelques-unes des plus grandes amitiés entre pays. Dans cette vidéo, je parlerai de certaines de ces amitiés. Commençons par le Canada et les États-Unis. Les relations entre le Canada et les États-Unis ont été étendues tout au long de l'histoire des deux pays. Ils partagent une très grande frontière et sont très proches culturellement et économiquement. On dit qu'ils ont l'une des relations les plus proches, les plus stables et mutuellement bénéfiques au monde. Au début, ce n'était pas si génial, car à l'époque de l'indépendance américaine, beaucoup de loyalistes britanniques ont fui vers le Canada, qui est resté sous la règle et le côté du Royaume-Uni. Mais finalement, cela s'est amélioré et est devenu génial. Il existe même un drapeau d'amitié non officiel entre le Canada et les États-Unis, qui est hissé lors de matchs de hockey ou de baseball transfrontaliers, de réunions de famille, de collaborations commerciales, de mouvements pour la paix, entre autres moments. Ils s'unissent également dans de nombreuses compétitions sportives, comme le football ou le basketball, entre autres. Les États-Unis sont aussi de très proches amis avec le Royaume-Uni actuellement. Malgré le début tumultueux de la guerre révolutionnaire, la relation entre les deux côtés de l'Atlantique s'est considérablement améliorée au fil du temps. La dernière fois qu'ils ont mené une guerre l'un contre l'autre, c'était en 1812, à laquelle le Canada a également participé. Pendant la Première Guerre mondiale, ils se sont alliés au Royaume-Uni contre l'Allemagne et l'Autriche. Pendant la Seconde Guerre, ils ont récidivé, mais ils les avaient déjà armés et financés auparavant. Et dans les conflits suivants au XXe et XXIe siècle, le Royaume-Uni s'est tenu aux côtés des États-Unis. En 2010, le président Barack Obama a déclaré « Les États-Unis n'ont pas d'amis et d'alliés plus proches que le Royaume-Uni ». Mais les États-Unis ne sont pas le plus vieil ami du Royaume-Uni. Techniquement, ce serait le Portugal. L'alliance anglo-portugaise, qui a été ratifiée en 1386, est considérée comme la plus longue alliance militaire de l'histoire humaine. En 1147, les croisés anglais ont joué un rôle crucial pour aider les Portugais dans la conquête de Lisbonne sur les Maures. Il s'en est suivi d'importants échanges commerciaux entre les deux pays et des traités commerciaux ont également été conclus. Le premier traité politique formel d'alliance a été conclu en 1373 par Édouard III, un envoyé du roi Fernando. Il a été convenu que les archers anglais iraient au Portugal pour défendre les attaques de Castille, et en 1385, ils ont fait exactement cela. Les Portugais, avec l'aide de ces archers anglais, ont écrasé les forces castillanes envahissantes qui les surpassaient en nombre à la bataille d'Aljubarrota. Après cela, les deux pays ont signé le traité de Windsor, déclarant formellement qu'ils s'entraideraient en temps de besoin. L'Angleterre a aidé le Portugal à de nombreuses reprises grâce à ce traité, comme leur participation à la guerre de la péninsule ibérique et lors des invasions de Napoléon, et le Portugal a aidé le Royaume-Uni directement pendant la Première Guerre mondiale et indirectement pendant la Seconde Guerre mondiale, une alliance qui a duré plus de 600 ans à ce stade. Mais une très ancienne amitié entre deux rivaux du Royaume-Uni existe également, et concurrence l'accord britannico-portugais pour le record de la plus ancienne alliance du monde. C'est le cas de la France et de l'Écosse. La vieille alliance était une alliance conclue en 1295 entre les royaumes d'Écosse et de France dans le but de contrôler les nombreuses invasions de l'Angleterre contre tous les deux. Certains soutiennent que l'alliance est toujours en place. D'autres disent qu'elle a été révoquée avec le traité d'Édimbourg en 1560 ou avec d'autres traités après cela. Mais les Français ont toujours contesté cette révocation et apparemment, selon la loi française, un Écossais né avant 1907 possédait encore tous les droits et privilèges de la nationalité franco-écossaise. Lorsque Charles de Gaulle a parlé à Édimbourg en juin 1942, il a déclaré que la vieille alliance était la plus ancienne alliance du monde. Essentiellement, c'était l'idée que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Tous deux ont eu des conflits avec les Anglais au Moyen-Âge, ils ont donc conclu une alliance. Et cela a ouvert la voie à une longue amitié future. Grâce à cela, le commerce a prospéré entre les deux pays, même si l'un était catholique et l'autre protestant. Les marchands écossais payaient moins ou pas de douane dans certains ports français, et certains d'entre eux ne commerçaient pas du tout avec les Anglais. Les Écossais exportaient une gamme de produits, y compris le charbon, la laine et les peaux d'animaux, et les Français exportaient du sel, du vin, des tissus de luxe, des instruments de musique, des meubles et des verres. Ensuite, je n'en avais aucune connaissance, mais apparemment il existe également une forte amitié polono-hongroise. Ils ont même une journée spécifique pour le célébrer le 23 mars par accord des deux parlements nationaux. Il semble également qu'en raison de leur proximité géographique, beaucoup de figures clés de l'histoire polonaise viennent de Hongrie et vice-versa.
Par exemple, Stefan Batory était le troisième roi élu de Pologne, un noble hongrois qui a également régné sur une partie de la Transylvanie. Lors de la révolution hongroise de 1848, un général polonais, Józef Bem, était une figure marquante. Et même au cours du XXe siècle, malgré son alliance avec l'Allemagne, la Hongrie a refusé de participer à l'invasion de la Pologne. Lors de la révolution hongroise de 1956, les Polonais ont une fois de plus démontré leur soutien aux Hongrois en donnant du sang. On dit que plus de 12 000 personnes l'ont fait et la Croix-Rouge polonaise a envoyé de nombreuses tonnes de fournitures médicales pour aider également. Il semble qu'ils aient même un poème sur leur amitié. Deux autres ayant des liens forts en raison de leur proximité géographique sont la région du Kosovo et l'Albanie. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont proches, mais parce qu'ils partagent la même origine culturelle. Il y a 1 600 000 Albanais vivant au Kosovo, officiellement 92% de la population totale. Et l'albanais est aussi une langue officielle de la région. En 1992, l'Albanie était le seul pays dont le Parlement a voté pour reconnaître la République du Kosovo, qui avait été proclamée indépendante en 1991. Et puis à nouveau, lorsque le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, l'Albanie est devenue l'un des premiers pays à annoncer officiellement sa reconnaissance de l'État souverain. En 2011, ils ont convenu d'utiliser des ambassades communes dans le monde entier et ont également discuté de l'idée de créer un espace économique commun entre les deux. Essentiellement, le fait que leurs peuples soient très culturellement similaires ou même égaux contribue à une amitié durable. La Serbie maintient aussi une relation forte avec la Russie dans la région. La principauté de Serbie de l'Empire ottoman et l'Empire russe ont officiellement établi des relations dès 1838. Partageant en quelque sorte un héritage slave, on dit que la Russie a historiquement joué un grand rôle dans l'aide aux nations balkaniques pour obtenir leur indépendance, surtout parce qu'ils partageaient également un ennemi commun, les Ottomans, une force d'occupation pour les Serbes et un grand concurrent de puissance pour les Russes. Après l'invasion ottomane de la Serbie au XIVe siècle, les réfugiés serbes ont trouvé un refuge sûr en Russie. Nous pouvons donc comprendre que leur amitié remonte à longtemps. L'Empire russe a même temporairement eu un territoire appelé Nouvelle-Serbie à la frontière polonaise entre 1752 et 64. Et nous pouvons même soutenir que notre monde actuel a été façonné par un événement qui n'a eu lieu qu'en partie à cause de cette amitié. L'un des facteurs qui ont conduit au début de la Première Guerre mondiale étaient les relations bilatérales étroites entre le Royaume de Serbie et l'Empire russe. Bien que la Russie et la Serbie n'étaient pas formellement alliés, la Russie cherchait ouvertement à influencer politiquement et religieusement la Serbie. Après l'assassinat de l'archiduc Franz Ferdinand, cela a conduit l'Autriche-Hongrie à déclarer la guerre à la Serbie. La Russie a mobilisé ses forces armées pour défendre les Serbes, mais aussi pour maintenir son statut de grande puissance, gagner de l'influence dans les Balkans et dissuader les puissances centrales. Cela a conduit l'Allemagne à déclarer la guerre, transformant finalement le conflit local en un conflit international. Être prêt à aller à la guerre avec deux puissances mondiales est un signe assez bon d'une amitié solide. La Russie a des amitiés étroites avec beaucoup d'États, mais historiquement, il y a une relation spécifiquement intéressante entre l'Union soviétique et Cuba. Ils ont établi des liens diplomatiques après la révolution cubaine de 1959 et partageant un type de régime similaire, du moins sur le papier, et des ennemis communs, en particulier les États-Unis, leur amitié s'est développée. Mais la dépendance de Cuba envers les soviétiques a également augmenté. Cuba est devenue de plus en plus dépendante des marchés soviétiques et de l'aide militaire, devenant un allié de l'Union soviétique pendant la guerre froide et servant de scène à certains moments de haute tension. En 1972, Cuba a rejoint le Comecon, une organisation économique d'État conçue pour créer une coopération entre les alliés soviétiques. La plus grande preuve de cette relation étroite et de cette dépendance est que lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, Cuba a traversé des difficultés financières particulièrement ardues. Cuba était également historiquement de bons amis avec l'Allemagne de l'Est pour beaucoup des mêmes raisons. Étant sévèrement, sinon totalement, sous influence soviétique, l'Allemagne de l'Est était également proche des Cubains, comme elle l'était probablement avec tous les pays sous le pacte de Varsovie. Ils ont même offert une île à l'Allemagne de l'Est dans le but que les Allemands de l'Est aient un endroit chaud pour passer leurs vacances.
Un fait amusant est que dans le traité d'unification allemande, tout le monde a oublié cette île, la rendant techniquement toujours une partie de l'Allemagne de l'Est jusqu'à aujourd'hui, ou la seule partie, jusqu'à ce qu'un journal en Allemagne s'en souvienne, contactant à la fois les gouvernements cubains et allemands qui ont convenu que le cadeau de l'île était purement symbolique et que la région appartenait toujours à Cuba. Historiquement, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, la relation entre l'Allemagne et la France est excellente. Leurs relations forment une partie intégrante de la politique plus large de l'Europe, les deux pays étant fondateurs et membres dirigeants de l'Union européenne. Il existe tout un contexte historique créé pour les relations franco-allemandes, et elles sont divisées en 3 périodes. L'hostilité héréditaire jusqu'en 1945, la réconciliation de 45 à 63 et depuis 1963, la relation spéciale incarnée dans une coopération appelée Amitié franco-allemande, de Conrad à 1 heure avec Charles de Gaulle aux actuels dirigeants des 2 nations. Cette amitié s'est renforcée. Ces derniers temps, la France et l'Allemagne sont probablement les plus fervents partisans d'une intégration plus poussée dans l'UE. En 2019, l'Assemblée parlementaire franco-allemande a été créée, un organe conjoint du Bundestag allemand et de l'Assemblée nationale française formé pour permettre la coopération entre les 2 nations. Un tramway à la frontière franco-allemande traversant le Rhin a également été inauguré en 2017, symbolisant la force des relations entre les 2 pays. Et enfin, également en Europe, la Suisse et le Liechtenstein. La Suisse peut peut-être être considérée comme les parents du Liechtenstein, non pas parce que l'un vient de l'autre, mais parce que la Suisse semble avoir accepté un rôle quelque peu protecteur envers les micro-États. À la demande du gouvernement du Liechtenstein, en 1919, la Suisse protège leurs intérêts et leurs citoyens à l'étranger. L'armée suisse est également chargée de les défendre car techniquement, ils n'ont pas de force armée. Ils forment une zone économique et monétaire commune, et le Liechtenstein utilise le franc suisse depuis les années 1920, et les 2 pays sont également unis dans une union douanière depuis 1924 et ont également des frontières ouvertes entre les 2. Ils partagent aussi des ambassades. En fait, le seul ambassadeur résident au Liechtenstein est de l'ordre militaire souverain de Malte pour une raison quelconque. Voici donc quelques-unes des plus grandes amitiés entre pays dans le monde. Des pays qui, à un moment donné, qui le font maintenant ou qui ont toujours, depuis le début, particulièrement bien réussi à s'entendre. Nous parlons toujours de conflits frontaliers ou de conflits, donc c'est bien de voir qu'il y a aussi beaucoup de bons liens entre les gens du monde, peu importe le pays dans lequel ils sont nés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et commentez ci-dessous d'autres amitiés entre pays que je pourrais inclure dans une seconde partie. À la prochaine pour plus de connaissances générales.